Dieudonné, tu voulais rebondir sur le sujet de la souveraineté sanitaire avant qu'on... Oui. Moi, je veux dire, tout est lié, tout est lié à des réactions politiques. Il faut que l'Afrique, d'abord, parle d'une même voix à ce qui concerne cette souveraineté sanitaire dont nous parlons. Nous parlons d'indépendance. Bon, tout dépend des terminologies que nous voulons prendre. Voilà. Mais aujourd'hui, le cas de Covid-19 est là. L'Afrique a été obligée, dans la plupart des pays africains, des vaccins qui nous ont été imposés et nos dirigeants nous ont imposé cela aussi. Aujourd'hui, les conséquences sont là. Lesquelles? Non, mais vous me demandez quelles sont les conséquences. De toutes les façons, l'Afrique devra avoir son mot à dire à ce qui concerne les traitements des pandémies ou alors des virus sur tous ces formats. Vous n'allez pas me dire que devant ces fléaux-là, l'Afrique n'a jamais proposé quoi que ce soit. Mais est-ce que ça a été toujours accepté? Est-ce que le continent africain même est prêt à vraiment se faire accepter? Des gens qui sont complices à la destruction même de leurs frères, à la découverte de certains produits, on se trouve, mais c'est un Africain de toutes les façons, ça ne peut pas aller loin. C'est un gros business qui se joue dans le monde sanitaire à tous les niveaux. Maintenant, si on veut limiter ce business-là, vous devenez un élément à broyer de la chaîne. Et donc, il faut que l'Afrique soit prête d'abord pour réclamer cette souveraineté sanitaire. Et ça, c'est une question politique que tous les pays doivent parler d'une même voix pour aller véritablement. Les pays africains, je veux dire. Non, tu ne rebondis plus. Mais ce qu'il dit est important, quand même. Toutefois, je dis, le financement de la santé sur le continent commence déjà par le financement de la recherche. Lorsque vous acceptez faire des recherches, c'est que après ces recherches-là, les résultats doivent être vulgarisés et cela permettra d'avancer. Le second point, c'est que vous avez formé des gens pour gérer la santé sur le continent. Mais ces personnes-là sont sous-payées et préfèrent quitter le continent. Je parlais tantôt du tableau en parlant de ce monde-là qui quitte et nous, on est en sous-effectif. Prenez le cas du Togo. On a 7 médecins pour 10 000 personnes. Alors, ça veut dire qu'on a des efforts à faire sur ce plan-là. Donc, financer la santé, c'est également payer bien le personnel soignant. Et donc, je crois que c'est des problèmes que nous pourrons déjà régler en amont avant d'aller sur aborder cette souveraineté sanitaire. Voilà. Le ministère burkinabé chargé de la sécurité a annoncé l'opération WIBGA 2. L'objectif recherché, intensifier la sécurité sur tout le territoire. WIBGA 1 était donc une opération lancée au Burkina Faso, principalement durant la période des fêtes de fin d'année dans la lutte contre l'insécurité. En quoi est-ce que cette première opération a consisté, Dieudonné? Bon, de toutes les façons, il faut d'abord comprendre le sens de cette opération WIBGA. WIBGA 2, cette fois-ci, c'est en langue locale, cela signifie les éperviers. Alors, qui parle d'épervier, parle de cet oiseau, je ne dirais pas rusé, mais aussi fort, qui arrive à piocher même dans les lieux hostiles. Cela voudrait dire que cette opération permettra à ce que les forces sahéliennes puissent booster hors d'état de nuire les forces djihadistes qui continuent de donner de l'insomnie aux États, je dirais, africains. Parce que le problème aujourd'hui ne se limite plus aux 3 pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Mais le problème commence par ronger la plupart des pays africains dans la sous-région. Et donc, il est question aujourd'hui de coordonner les actions au niveau des frontières beaucoup plus. Au niveau des frontières pour pouvoir cerner ces entrées inaperçues et les débusquer, bien évidemment, afin de pouvoir accorder la paix qu'il faut aux populations. Certes, ça ne va pas être une opération facile à mener, tout comme la première, mais je crois que l'ordonner ou alors l'organiser en soi, c'est un début pour atteindre l'objectif qui est le terrorisme ou alors, je ne dirais pas djihadisme, mais la lutte contre le terrorisme, une efficacité sur le continent. Oui, je crois que
cette action ou cette opération qui a été lancée, deuxième du genre, et, en principe, c'est pour endiguer le mal, pour limiter, comment ils appellent ça, l'incursion des terroristes ou peut-être limiter les dégâts causés par ces assaillants vers eux. Aujourd'hui, je crois que les 3 pays, les pays de l'AES, ont mis ensemble une dynamique dans laquelle ils vont s'inscrire pour se mettre en coordination, lutter contre le terrorisme. Alors, moi, la question que je pose, c'est vrai que le Burkina est en train de réfléchir ou est en train de mettre en place beaucoup de moyens dans le sens de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Mais également, je crois que cette lutte ne doit pas être une lutte singulière. Elle ne peut pas être que l'apanage d'un seul pays. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, que ce soit des luttes coordonnées. Ils avaient mis en place, je parle des États du Sahel, ils avaient mis en place une force conjointe pour, en cas d'attaque et tout, qu'ils puissent intervenir de façon coordonnée. Mais aujourd'hui, ici, il s'agit du territoire burkinabé. Oui, non, sécurisé. Je suis d'accord, l'AES. oui, au sein de l'AES. Moi, je suis en train de parler au sens large. Du moment où on met des stratégies de lutte endogène, et qu'on doit aussi penser que si même je suis protégé chez moi et qu'à côté l'autre n'est pas protégé, quels que soient les efforts que je mettrai en place, je serai toujours... Est-ce qu'il faut le voir sous cet aspect, cette opération Wigba de... Non, je vais chuter. Cet aspect, je crois que c'est vrai qu'on mettra tout en place, ça va aller loin et ça va prendre des choses pour que ça puisse lutter véritablement. Mais en même temps, si l'ennemi est en face ou à côté de toi et qu'il n'y a pas d'autres personnes qui puissent les empêcher de rentrer, à chaque fois que vous mettrez les luttes en place ou des stratégies en place, ce seraient des stratégies vaines. Donc moi, je pense qu'il faut repenser la lutte autrement. Aujourd'hui, seules les armes ne suffisent pas pour dire je vais tuer. Ça va toujours traîner jusqu'à ce point. Donc il faut que les États là, de l'AES, même au-delà de l'AES, tout le continent doit penser à comment lutter véritablement contre le terrorisme. Oui. Wigba 2, c'est une opération qui se déroule dans un contexte particulier. Oui. Je pense que cette opération-là a cette particularité que l'État burkinabé implique tous les citoyens. Et je crois que pour lutter contre le terrorisme et le djihadisme, puisque nous disons toujours que c'est une guerre asymétrique, il faut forcément se baser sur les renseignements. Les renseignements sont l'épine dorsale de cette lutte contre le djihadisme. Et donc, l'opération en question nous dit tout simplement qu'il faut que les citoyens renseignent au plus tôt l'autorité qui fera face à ces hors-la-loi. Ici, il faut être d'accord que ce qui s'est passé au Mali a alors poussé l'autorité burkinabé à mettre rapidement en place cette opération. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'État malien a été sérieusement secoué par ces groupes djihadistes le week-end dernier qui ont attaqué les casernes, qui ont attaqué des points de contrôle de l'armée, etc. Et donc, l'État malien allait vaciller. Et donc, par rapport à ça, l'autorité burkinabé s'est dit tout de suite que c'est parce que ces gens-là, ils ont pu trouver des moyens pour arriver sur le territoire. Certainement qu'ils ont des complicités, ça il faut le reconnaître, mais comment font-ils pour faire des points, créer des points de jonction où, dès que ça a commencé, ils se sont retrouvés pour lancer des attaques contre les casernes militaires et tout ça. Donc, ils se sont basés, eux aussi, sur des renseignements. Ils ont pu visiter des points où ils feront des mal à l'État malien. Et donc, là, il faut que le citoyen soit le premier à renseigner l'État burkinabé ou l'armée. Les assaillants maliens, est-ce qu'ils ne sont pas aussi citoyens de cet État? Oui,
faut pas ignorer le fait qu'il y a des Touaregs, hein, ceux qui ont lancé cette histoire du djihadisme au Mali. Il y a des citoyens maliens. Il y a des séparatistes aussi. Malheureusement, ils se sont déjà déclarés djihadistes et contre l'État du Mali. Et donc là, c'est des gens qu'il faut forcément arrêter déjà dès qu'ils commencent par chercher à avoir des renseignements sur les casernes, sur les points de la police, des forces de sécurité et de défense, pour pouvoir informer l'État burkinabé qui doit prendre des dispositions pour les éloigner. Alors, quels sont les éléments nouveaux qui définissent ce dispositif sécuritaire, ces éléments donc, qui retiennent ton attention? Non, ce qui retient mon attention dans cette nouvelle opération, c'est qu'on mettra beaucoup plus l'accent sur la coordination accrue entre les forces de défense de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie qu'on appelle généralement les VDP. Et cela à travers quoi? Un usage intensif d'ailleurs des vecteurs aériens qu'on appelle souvent les drones pour des reconnaissances et des frappes chirurgicales, ce qui n'était pas vraiment le cas de par le passé. Alors cette fois-ci, je pense que le Burkina Faso veut beaucoup plus miser sur la sécurité citoyenne. Et pour faire comprendre qu'on ne se sécurise pas que avec l'armée étrangère. On ne se sécurise pas que par la force étrangère. Il faut plus ordonner la sécurité interne pour pouvoir faire face à ce fléau qui continue de prendre et de s'enraciner. Je pense que cette fois-ci, c'est une autre manière pour les autorités burkinabées de semer beaucoup plus la confiance en les citoyens, en les impliquant beaucoup plus à la chose. Il ne faut pas faire comprendre aux gens que la défense de la patrie n'est que du ressort de l'armée. Non. Il faut que tout citoyen, devant cette guerre asymétrique et complexe à la fois, se sente concerné par la chose. Et ça, je pense que c'est sur ce point que les autorités veulent mettre beaucoup plus l'accent et amener le cœur du Burkina Faso vers la guerre contre l'ennemi. Alors, quelle est l'assurance aujourd'hui des autorités burkinabées que les citoyens sont de leur côté? Non, vous parlez de l'assurance, vous n'avez qu'à l'observer de loin. Est-ce qu'aujourd'hui, les VDP sont plus organisés ailleurs qu'au Burkina Faso? C'est-à-dire que les gens ont accepté, fourni de leurs efforts pour protéger leur patrie. Les gens ont senti le besoin de fournir de leurs forces pour pouvoir faire partir de leur territoire des envahisseurs, des gens de sang. Ça, c'est une forme d'assurance. Est-ce qu'à chaque fois que les autorités appellent à l'effort de guerre, vous voyez comment les Burkinabés plutôt se manifestent? Cela voudrait dire qu'ils ont l'assentiment de la disponibilité de l'État et ils se sont plutôt donnés à l'État, ils se sentent l'État eux-mêmes. Une fois que le territoire est agressé, tout Burkinabé, ou alors chaque Burkinabé sait qu'il est agressé et il est en danger. Donc, quoi de plus normal que de s'organiser pour pouvoir booster hors de ces murs ceux qui sèment le danger sur son territoire. C'est l'assurance qu'il faut relever. L'opération met en garde contre plusieurs comportements suspects à signaler, donc sans délai aux forces de sécurité. Parmi ces comportements, l'achat de produits ou de composants pouvant servir à la fabrication d'explosifs ou encore l'occupation soudaine de logements par des individus qui refusent tout contact avec le voisinage. C'est un peu ridicule, mais ça fait du sérieux. Ça fait du sérieux dans la mesure où peut-être quand on met une stratégie en place pour lutter contre ces terroristes, en même temps, ces terroristes sont aussi en train de réfléchir à comment faire pour changer aussi leur manière de faire. Parce que c'est une lutte qui ne finit pas. Du moment où l'État burkinabé met en place une stratégie, par exemple, Eric le disait tantôt par rapport au renseignement, à la cohabitation, au logement, eux aussi ils sont renseignés. Ils se disent, bon, si c'est ça, qu'est-ce que nous mettons en place pour contrecarrer cette stratégie? Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on pourra beau mettre des stratégies en place. Je pense qu'il faut penser à comment finalement finir avec le terrorisme. Alors que ce serait difficile parce que tous ceux qui sont impliqués dans cette guerre-là,
c'est plus que ce que nous entendons, c'est plus que ce dont nous parlons ici. Parce que c'est une guerre qui a plus d'autres dimensions, à telle enseigne que même si on dit aux États aujourd'hui que j'ai pu convaincre ou j'ai pu vaincre cette guerre, c'est un peu difficile. Parce que si vous mettez ça, ils vont faire comme ils sont partis. Mais ils rebondiront, ils vont rebondir. Vous parlez des djihadistes? Des djihadistes et des terroristes. Le motif, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? C'est là, moi, la question que je veux... Il faut revoir les causes il faut profondes revoir du les terrorisme. causes profondes. Parce qu'une guerre ne finit pas entre les guerriers où vous allez vous tirer puis ça va s'arrêter là. Non, je pense qu'il faut revoir la lutte autrement. Cette lutte, si nous ne savons pas faire, elle va prendre corps et puis prendra l'ascendance sur ce qui est même l'Afrique. Parce que quand je parle de ce qui est même l'Afrique aujourd'hui, quand vous voyez les 3 États du Sahel, le seul projet de société dont ils ont en place aujourd'hui, c'est la lutte contre le terrorisme. Alors, et c'est vrai, ils le font bien, ils arrivent à le faire bien. Et ça devient maintenant une guerre entre peut-être ceux qui sont contre l'intrusion ou la cohabitation avec, comment nous appelons la métropole. Et puis, ça crée une confusion absolue dans les gouvernances au niveau des États. Aujourd'hui, prenez le cas du Togo. Quand vous voyez le Grand Nord, on a dit, on a renouvelé, je crois, ce qu'on appelle l'état d'urgence. L'état d'urgence, qui a un impact direct sur la population. N'oubliez pas que ça aussi a des impacts sur la population. Bon, alors, on ne sait pas. Mais il y a des décisions qui sont prises à court terme, d'autres à moyen terme et d'autres sur le long terme. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire cette distinction-là? Mais oui, mais est-ce que quelles que soient les manières ou la stratégie qu'on met en place pour lutter ou pour ces différentes étapes-là, je crois que l'impact sur la population, elle est réelle. Moi, c'est de ça que je parle. Et donc, on doit réfléchir à comment faire pour que, au niveau, à notre sein même, au niveau de l'Afrique, puisque ce terrorisme, je le disais lors d'une de nos émissions ici, je disais que la chute de Kadhafi en est une cause, puisqu'on avait promis à ces djihadistes-là, en allant vers, par exemple, les Azawad là, pourquoi ils agissent comme ça. Donc, il faut aller discuter. L'Algérie a joué un grand rôle, entre-temps, par rapport à son intervention, par rapport à la médiation. Aujourd'hui, je pense que les États doivent réfléchir à comment faire, puisque, quel que soit quoi, il y a une origine. Enfin, il y a un motif qui explique le terrorisme. Et si on nous dit simplement que non, il tue pour tuer, c'est un faux problème. Moi, je pense qu'il faut Kadhafi est mort, on ne va pas pouvoir le ressusciter. Mais ça a créé des soucis. Vous savez ça, aujourd'hui, celui qui devait payer Dieu, c'est l'Afrique. Mais qui l'a tué, il est là. Il devait répondre de toutes les façons. Non, je comprends bien la position de Mayaba, mais toutefois, je veux dire, nous sommes en train de parler des stratégies de guerre. Et aucune stratégie de guerre ne s'établit ou alors ne se communique virgule après virgule, point après point. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'une opération parce que cela implique la population. Voilà pourquoi nous en parlons. Dans les cargaisons, au sein de l'armée burkinabé, il y a des mesures qui seraient en train d'être prises dont vous et moi, nous ne pourrons pas parler à ce plateau. Mais ce qui concerne la population directement, c'est cela qui est mis à notre disposition. Voilà pourquoi nous sommes en train d'en parler. Je pense qu'au Togo, il y a eu une année, je ne sais pas si c'est en 2018 ou 2018-2019, lors de la présence du général Yak à la tête du département de la sécurité, les mesures ont été prises demandant aux populations de signaler des personnes suspectes, des personnes qui ont des va-et-vient bizarres dans des maisons. Ça, c'est la manière des populations aussi de contribuer à la lutte contre le terrorisme, alors ce mouvement sanguinaire-là. Des maisons où on n'entre pas souvent, ou alors des gens, ils sont dans cette maison, mais qui n'allument pas. Il y a plein de choses qui ont été décrites et des populations ont eu quand même des consignes selon lesquelles il faut toujours attirer l'attention de l'autorité. Voilà, pour pouvoir identifier ces gens-là. Ils savent comment les identifier, comment les cibler, comment les ouvrir ou alors comment s'ouvrir sur ces gens-là. Ce sont là des efforts qu'il faut mener. Moi, je vais vous rappeler quelque chose. Ce qui s'est passé au Mali la dernière fois. Ce n'est plus une question de djihadisme au bas niveau comme on a l'habitude de le faire. C'est une guerre organisée. Des gens qui sont arrivés avec des satellites, des renseignements satellitaires et qui bougent à tout bout de champ et qui maîtrisent bien le mouvement de l'armée malienne. Ce ne sont pas des terroristes du quartier. Et donc, je pense
qu'il faut organiser au fur et à mesure, selon l'ampleur de la situation, mettre en place les mesures qu'il faut, impliquer aussi fortement les populations. Eric. Moi, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Quand nous disons que ces djihadistes-là, ils viennent tuer pour tuer, nous avons bien raison. C'est au Mali uniquement que nous savons qu'il y a des séparatistes et qui sont les Touaregs de l'Azawad là, qui veulent avoir un territoire à eux. Par contre, au Niger et au Burkina, on n'en sait rien. C'est le même réseau, hein? Non, pas du tout, puisque ils sont affiliés à des groupes terroristes dans le monde. Et puis la Voilà. Et donc, ici, nous dirons toujours que c'est des gens qui viennent tuer pour tuer parce qu'on n'a aucun objectif qu'ils déclarent et que nous connaissons. De l'autre côté, je me dis quand même que par rapport à cette opération, il faut, pour que le citoyen soit véritablement impliqué, peut-être instaurer le service militaire. Ce qui va susciter auprès de chaque citoyen, quand même, ce que nous appelons le patriotisme. Ce patriotisme-là va permettre aux citoyens, dès qu'il est en possession d'une information, ne serait-ce qu'infime, qu'il soit obligé d'aller vers les forces de sécurité et de défense pour donner ces informations. Alors, je crois qu'à partir de ce moment, l'État burkinabé va réussir cette opération qui va lui permettre de sortir quand même de cet engrenage des gens hors la loi qui viennent tuer les populations à bras de tour. Eric, l'opération prévoit également le signalement de hausse inhabituelle dans l'achat des vivres. Mais sur le terrain, est-ce que ces consignes sont faciles à vivre? Est-ce qu'on peut faire la distinction, toujours de la part des commerçants, entre un achat suspect de denrées ou une commande exceptionnelle liée par exemple à un événement social, un événement familial? Puisque la Tabaski approche également. Oui, quand on met en place un dispositif de ce genre, c'est qu'on va quand même essayer de jauger le niveau d'achat de ces vivres. On ne va pas, parce qu'il y a une famille qui a pris 10 sacs de riz, on va tout de suite s'alarmer pour dire que, bon, voilà, c'est des djihadistes qui sont venus. Il faut, non, on saura comment jauger, parce qu'on ne va pas faire une loi comme ça et ne pas avoir des niveaux de vérification et tout ça. Ce qui est sûr, lorsqu'il y aura des achats qui vont peut-être traverser une ville à une autre, je crois que l'alerte serait donnée et pour qu'on puisse mieux suivre cela. Est-ce que tu ne redoutes pas des dénonciations tendancières ou mensongères? Non. Je ne crois pas que ce soit l'objectif. Une fois que c'est fait, l'État a les moyens de vérifier. Et donc, ces cargaisons de nourriture qui sont acheminées ailleurs seront forcément suivies. Non, vous savez, tous les moyens sont bons aujourd'hui pour mener cette lutte à bien. Tous les moyens sont bons. Et donc, lorsque les autorités appellent à la vigilance des achats massifs et autres, c'est une façon aussi d'appeler toujours la conscience collective à avoir l'œil sur cette teinture rouge-là qui est en train de monter. Ce n'est pas une façon de couper le pont du commerce et tout. Je pense que ceux qui ont donné les consignes savent comment juger ces consignes-là. À chaque appel, à chaque signalement, ils savent quoi faire, quoi vérifier. Je ne crois pas que c'est des mesures qui sont instaurées pour asphyxier la population. Ce n'est pas l'état d'urgence prolongé, l'état d'urgence sécuritaire prolongé ou généralisé. Je ne pense pas que c'est ce que le Burkina Faso est en train de faire. Tout sera fait dans le respect strict
hein, de règlements qu'il faut pour véritablement atteindre l'objectif. Une chose est de ne pas frustrer la population, ça c'est évident. Une population avec laquelle on veut collaborer, on ne la frustre pas. Et je ne pense pas que les autorités burkinabées seraient dans cette logique. Ils feront tout, ou elles feraient tout, pour pouvoir mettre en confiance les populations vis-à-vis même des mesures qu'ils sont en train de prendre. Est-ce qu'elles ont annoncé la durée de l'opération? Non, la durée de l'opération, je ne pense pas qu'elle soit annoncée de façon très précise. Mais là encore, je me dis, tout ça là entre dans le secret militaire et de sécuritaire. Nous ne parlons que de l'aspect visible de cette collaboration avec la population ici. Nous vous retrouvons après une tranche de l'information sur votre chaîne.